Madame la Première Présidente, Madame la Procureure Générale, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les enseignants, mes chers collègues, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, Madame la Première Présidente, Madame la Procureure Générale, en partenariat avec l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et je voudrais les remercier aussi de m'avoir invité à intervenir, et je voudrais donc vous dire tout le plaisir que j'ai aujourd'hui à être avec des acteurs de la montagne, en distinguant peut-être d'entrée de jeu deux d'entre eux qui, pour moi, sont des figures majeures de la montagne et auxquelles je voudrais rendre hommage en préliminaire à mes propos. C'est le guide et le secouriste, qui effectivement, dans des registres différents, ont une fonction éminente et qui, je pense, incarnent très bien les valeurs à travers leurs métiers respectifs qui ont cours dans ce milieu. Je voudrais enfin vous dire très simplement que je n'ai pas forcément votre légitimité pour intervenir, puisque j'ai beau pratiquer la montagne sous toutes ses formes depuis à peu près 40 ans. Je n'ai jamais exercé dans un parquet ou dans une juridiction de montagne, à mon grand regret d'ailleurs, puisque pendant des années, entre 30 et 40 ans, j'ai multiplié les desiderata pour rejoindre des parquets alpins ou pyrénéens, mais je n'ai jamais obtenu satisfaction. Je me dis finalement, dans un sens, au final, que ça n'est peut-être pas si mal, parce que si à 35 ans, j'avais été nommé procureur à Bonneville, Annecy, Albertville, Gap ou Tarbes, je n'aurais sûrement peut-être plus jamais voulu en bouger. Tout cela pour vous dire que vous avez tous, vous, une vraie légitimité, une vraie compétence pour parler du traitement judiciaire des risques en montagne. Je commencerai par là parce que c'est une histoire qui est riche d'enseignements, et puis ça, je ne veux pas dire ce que les tables rondes répéteront tout à l'heure. Je n'ai traité pour ma part qu'un seul accident de montagne et vais commencer en vous racontant cette histoire parce qu'elle montre bien, je crois, les valeurs de la montagne et l'avantage qu'il y a à traiter ces dossiers quand on a acquis une vraie compétence, une vraie spécialité en la matière. Les faits sont les suivants. J'étais premier procureur adjoint à Lyon lorsque les parents d'un alpiniste décédé à Chamonix se sont constitués partie civile en 1997 à la suite du décès de leur fils au cours d'une course en montagne. On est en juin 1997 et ce jour-là, 3 jeunes Lyonnais partent dans le massif du Mont-Blanc et décident de gravir l'Aiguille Verte par le couloir Couturier. C'est une course glaciaire de 1000 mètres qui se déroule, nous dit le guide Vallot, sur une pente de neige raide de 51 à 55 degrés. Puis la descente se fait de l'autre côté par le couloir Whymper, dont la pente est inclinée en moyenne à 45 degrés. Et à la descente, ce couloir s'achève par un éperon rocheux à la base du couloir qui se termine par une rimée, avec pour seule possibilité de franchir cet obstacle, et bien effectivement, il faut une corde de rappel. Donc les 3 alpinistes quittent le refuge d'Argentière. Ils arrivent au pied du couloir Couturier. Et compte tenu des conditions de neige qui est relativement molle, ils décident de ne pas s'encorder et de gravir le couloir en solitaire, sans utiliser la corde, donc, mais en se suivant. 400 mètres plus haut, l'un des 3 alpinistes perd son crampon droit. D'un commun accord, les 3 alpinistes décident de poursuivre leur ascension. Les 2 premiers vont tailler des marches pour le 3e, pour faciliter sa progression. Le premier atteint le sommet de la Verte à 7h30. Le second, qui a gardé longtemps un contact visuel avec le 3e, arrive 3 heures plus tard, à 10h30. Ils attendent alors pendant une demi-heure le 3e, avec lequel ils ont perdu tout contact visuel. Puis au bout d'une demi-heure, ne le voyant pas toujours arriver, et craignant qu'il lui soit arrivé quelque chose, ou qu'il ait fait demi-tour et soit redescendu vers Argentière, ils décident d'entamer leur descente par le couloir en utilisant leurs cordes. Ils franchissent donc l'éperon et la rimée, ils se rendent au refuge du couvercle, puis redescendent à Argentière sur le parking, et ils constatent l'absence de leur ami. Ils se rendent alors au PGHM de Chamonix pour déclencher les recherches. En fait, le lendemain, les secouristes vont retrouver le corps du 3e alpiniste, très grièvement blessé au pied du couloir Whymper, en aval de la rimée. Donc il était monté tout en haut et il était redescendu tout seul. Il n'avait pas du tout rebroussé chemin, mais il avait entamé sa descente par le couloir Whymper sans corde et il avait dévissé. Il va décéder peu après à l'hôpital. Donc les parents se constituent partie civile à Lyon, juridiction montagnarde par excellence, pour homicide volontaire, à Lyon, domicile des auteurs présumés. Et on a donc instruit cette affaire à Lyon dans des conditions très particulières. Le doyen des juges d'instruction, que certains d'entre vous ont peut-être connu, était handicapé moteur, n'avait jamais mis les pieds en montagne de sa vie, mais il voulait instruire son dossier correctement et comprendre ce qui s'était passé. Le PGHM de Chamonix a donc organisé un transport sur les lieux pour lui.
Et nous avons survolé la zone et refait toute la course, ascension puis descente en hélicoptère. Ils ne pouvaient pas faire autrement pour comprendre. Et l'affaire a donc été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Lyon qui a condamné les 2 alpinistes pour homicide involontaire le 6 septembre 1999. Alors je vois 2 enseignements qu'on peut tirer de ce dossier. Le premier, c'est la valeur ajoutée de la spécialisation. Je crois qu'il est à l'évidence plus facile d'instruire et de juger ce type d'accident quand on connaît la montagne, soit comme pratiquant, soit comme acteur policier ou judiciaire spécialisé. Et vous avez, je crois, magistrat du parquet ou du siège des cours d'appel de Chambéry et Grenoble, une vraie compétence sur ces sujets, c'est indéniable. En l'espèce, le collègue lyonnais n'en avait pas, et il a donc eu recours à un expert. Le second enseignement renvoie aux problématiques du traitement judiciaire des accidents de montagne. En l'espèce, la perte de ce crampon par l'alpiniste handicapait très sérieusement celui-ci en tout état de cause, qu'il sorte la corde pour l'assurer ou pas. Les 2 autres alpinistes devaient rester près de lui et régler leur progression sur un seul critère, celui de la sécurité, particulièrement donc à l'égard du 3e qui était très fragilisé. Or, loin de s'adapter à cette situation, ils étaient restés dans une logique individuelle et avaient choisi de progresser dans une logique de performance et de rapidité, perdant très vite tout contact visuel avec leurs camarades. On a considéré que ce comportement fondait une faute d'imprudence en relation avec le décès. En fait, et je pense que c'est ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'on a retenu l'existence d'une éthique montagnarde. Dès lors que le 3e était handicapé, la solution choisie par les 2 autres devait satisfaire aux règles d'éthique de groupe qui veut qu'une course commencée en groupe doit se terminer en groupe. Les 3 alpinistes devaient donc rester ensemble et s'entraider, tout comme le grimpeur solitaire qui voit un alpiniste en détresse doit, quelle que soit son éthique individuelle, lui porter secours. Et c'est là, je crois, où l'on quitte l'éthique individuelle pour rejoindre les règles élémentaires de la vie sociale qui ne sauraient disparaître ni avec l'altitude, ni avec les profondeurs. L'un des mérites de cette décision judiciaire est donc de rappeler le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, qui est que la montagne, si elle est un espace de liberté, n'est pas un espace de non-droit, et quelle que soit sa spécificité, certaines normes doivent y être respectées. C'est notamment le cas de l'entraide et de la solidarité. La liberté n'est pas exclusive de la responsabilité, et d'ailleurs, il n'y a pas de véritable liberté sans responsabilité. Toute activité humaine, particulièrement si elle est dangereuse, crée des rapports de droit entre les hommes. On sait que des règles existent pour l'organisation des secours, mais aussi pour rechercher et établir, après un accident, les responsabilités, les dommages subis par les personnes en cause, les témoins ou les sauveteurs eux-mêmes. C'est évident, même si la montagne est un milieu particulier. Je l'ai dit, c'est un espace de liberté, l'un des derniers, guidé par une éthique, par certaines valeurs. C'est aussi un espace plein de risques et de dangers qui sont nécessairement évalués et acceptés. Une chute de pierre ou de sérac, la rupture d'un pont de neige, une avalanche, peuvent être mortelles sans qu'il soit toujours nécessaire d'évoquer un comportement fautif. Je me suis posé la question de savoir s'il existait aujourd'hui un droit pénal de la montagne, comme il peut exister un droit pénal de la santé. Je pense qu'il n'existe pas, et je pense d'ailleurs ce ne serait pas souhaitable. En effet, l'accident de montagne en droit n'est pas différent de celui qui se produit en plaine, et il soulève souvent des questions juridiques identiques, existence d'une faute, lien de causalité, garde, fait extérieur, et pourtant le sujet est très sensible. En réalité, le droit s'applique, et je pense que les tables rondes le montreront bien, de façon différente, suivant le milieu naturel et l'activité considérée. La montagne ne se limite pas à l'alpinisme engagé, et l'augmentation de la fréquentation et le développement de nouvelles activités justifient que le droit évolue au regard des besoins et de l'accidentologie qui varient en fonction de l'activité, encadrée ou pas encadrée, de l'assurance technique, de l'aménagement du milieu ou pas, de la prise de risque et du niveau d'engagement de ses pratiquants, ski de piste, ski de fond, raquettes, motoneige, escalade, canyoning, et j'arrête là la liste des activités. Il n'y a donc aucune raison pour que le droit reste à la marge de ces évolutions, mais je crois par contre qu'il doit s'adapter en fonction de l'activité considérée, de ses règles et du milieu dans lequel il se déroule, afin de respecter ses spécificités. Quoi de commun en effet entre le ski de piste et le ski de randonnée, ou l'escalade en cascade de glace, l'alpinisme et la randonnée à pied? Il est certain que la montagne a connu depuis les années 50 une forte accélération de la réglementation. On l'a vu avec les remontées mécaniques, la réglementation sur la formation des guides et moniteurs, les politiques de sécurité sur les pistes de ski.
Tout cela est somme toute logique, puisqu'il est de la responsabilité de la puissance publique de prévenir le risque dès lors que des centaines de milliers de gens vont pratiquer une activité sportive. De même, la généralisation de l'assurance a entraîné l'augmentation du contentieux de l'indemnisation. Le droit doit donc s'adapter, mais il doit le faire avec discernement, d'abord, pour préserver la spécificité de la montagne, mais aussi en permettre l'exercice de l'activité de nature considérée, car le droit peut aussi influer fortement sur les pratiques, voire parfois les empêcher, et je donnerai un exemple. Quelques exemples plus généraux. Dans les années 60, la Cour de cassation a progressivement élaboré, à travers sa jurisprudence, une politique de sécurité sur les pistes de ski. Au regard de la perception du risque judiciaire par les professionnels de la montagne, la loi Fauchon, en juillet 2000, a compliqué la poursuite des auteurs indirects en matière d'homicide et de blessures involontaires, vous le savez, en exigeant la preuve d'une faute qualifiée ou d'une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité. Aujourd'hui, donc, seule la faute caractérisée, en cas d'auteur indirect, peut trouver application à ces accidents. Enfin, la Cour de cassation a récemment rappelé l'interprétation stricte qui doit présider au maniement de l'infraction de mise en danger, qu'on a parfois tendance à utiliser peut-être un peu trop généreusement. Avec l'arrêt Buzyn, rendu en février dernier par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 20 janvier dernier, dans l'affaire suivie devant la Cour de justice de la République à la suite de l'épidémie de Covid-19, elle a rappelé deux exigences essentielles. La première, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'infraction de mise en danger d'autrui sans obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement, et dont la violation manifestement délibérée est susceptible de permettre la caractérisation du délit. Elle a rappelé que pour qu'il y ait une obligation particulière de sécurité, le texte visé devait prévoir une obligation de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle du sujet. L'obligation particulière de sécurité, c'est celle dans laquelle on sait ce qu'on doit faire, sans aucune marge d'appréciation par rapport à ce qui est attendu de votre comportement. On fait ou on ne fait pas. La seconde, c'est que l'obligation particulière de sécurité ou de prudence n'est pas un élément constitutif de l'infraction, mais une condition préalable de l'infraction, ce qui est très différent, et qui notamment interdit, lorsqu'un juge d'instruction travaille, il peut mettre en examen et continuer à investiguer pour réunir les éléments constitutifs. Avec ce raisonnement-là, si l'obligation particulière de sécurité n'a pas été constatée ab initio, il n'y a pas de mise en examen possible, parce que c'est une condition préalable des poursuites. Je pense que cette jurisprudence est de nature à apporter davantage de rigueur dans l'utilisation de cette incrimination, partout, et donc aussi dans le domaine des accidents de montagne. Je disais que le droit et son application peuvent aussi influer sur les pratiques, voire les empêcher. On l'a vu aussi récemment, alors il y a certains sites en falaise, en montagne, d'autres en plaine, on l'a vu récemment pour les sports d'escalade. À la suite de la condamnation de la Fédération française de la montagne et de l'escalade sur le fondement de l'article 1242 du Code civil, je vous rappelle cet article, pour ceux qui ne seraient pas juristes. Cet article dit qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Un accident s'était produit en 2010, dans mon pays, dans les Pyrénées-Orientales. Un rocher était tombé sur un grimpeur, le blessant très grièvement. Le site en question, comme des tas de sites d'escalade, avait fait l'objet d'une convention entre la commune et la Fédération française de montagne et d'escalade, qui ont confié la garde à cette dernière, autorisée à en faire usage sous l'engagement de l'entretenir en bon état et de veiller à la sécurité des usagers et des tiers. Et donc la Fédération a été condamnée par la Cour de Toulouse, décision confirmée par la Cour de cassation, des décisions en fait qui ont suscité beaucoup d'incompréhension dans la communauté des grimpeurs falaisistes, peu habitués à une telle incursion du droit dans leur discipline, et surtout elles ont amené la Fédération française à reconsidérer et revoir sa politique en matière de conventionnement avec des sites d'escalade. Jusque-là, en effet, la Fédération concluait avec des communes des conventions d'autorisation d'usage des sites d'escalade, par lesquelles les communes transféraient à la FFME la garde juridique du site, à charge pour elle de l'équiper et de l'entretenir. Et bien évidemment, à la suite de cette condamnation avec des dommages et intérêts qui se chiffraient à plus de 10 millions d'euros, la FFME a souhaité reconsidérer sa politique pour éviter un renchérissement trop important du coût de son contrat collectif d'assurance responsabilité individuelle et pour éviter d'assumer le risque sans faute en cas d'accident. Et de ce fait, de nombreux déconventionnements sont intervenus. Et faute de convention avec la FFME, de très nombreuses communes ont pris des arrêtés interdisant purement et simplement la pratique de l'escalade sur certains sites situés sur leur territoire.
Ces difficultés n'ont peut-être temporairement été réglées que très récemment avec la loi du 22 février 2022 qui a modifié l'article L311E1 du Code du sport qui dispose désormais que, je cite, « Le gardien d'un espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l'article 1242 lorsque ceci résulte, je cite, de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. » Ainsi, donc, si le dommage résulte de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée, le gardien du site n'est plus tenu pour responsable. C'est un vrai changement et il appartiendra bien sûr à la jurisprudence d'interpréter ces nouvelles dispositions. Mais dans ce nouveau régime, le pratiquant victime d'un dommage sur un site qui voudra engager la responsabilité du gardien de l'espace naturel devra prouver le caractère anormal des risques et leur caractère imprévisible. Voilà. C'est un exemple intéressant sur effectivement l'influence que peut avoir le droit et son application sur les pratiques. Cet exemple met aussi, je pense, en lumière les limites de notre droit de la responsabilité. Les tables rondes seront sûrement amenées à en reparler. Je vais conclure très rapidement. L'analyse des données des secours illustrant la variété des pratiques et bien sûr la grande diversité des risques encourus montre en réalité que la randonnée à pied concentre aujourd'hui 46% du volume des secours, ce qui est logique au regard du nombre de pratiquants, mais seulement 4% des secours concernent des accidents mortels. L'alpinisme, lui, au contraire, représente 10% du total des secours effectués en montagne, mais 9% des accidents comptabilisés par les services de secours sont mortels. Le colloque que vous organisez aujourd'hui recouvre certains de ces champs d'activité à travers ces trois thématiques, les accidents de ski de piste, les avalanches avec présence d'un professionnel et les accidents de randonnée estivale, des activités donc bien différentes en termes d'accidentologie. Je vous souhaite tout au long de cette journée des échanges fructueux, tout au long de ces trois ateliers, à la recherche de cet équilibre, dans la recherche de la politique pénale que vous menez, d'une réponse judiciaire qui privilégie la prévention et la pédagogie dans ce bel espace de liberté que constitue la montagne et qui doit être préservé. Je vous remercie de votre attention.